Bonjour et bienvenue dans le magazine des Français de l'étranger de août 2016. Au sommaire ce mois-ci, le regard de jeunes reporters sur les JO de Rio, des explications du CLES concernant le statut d'enfant d'expatriés résidant en France, l'infléchissement de la jurisprudence sur l'obligation de sécurité avec le docteur Jean-Michel Lichtenberger, l'affaire Elie Magamès suivie par Olivier Cadic, sénateur des Français de l'étranger, une loi relative à la création d'un fonds de solidarité pour les Français établis dans des pays dits à risque et les Français les plus casaniers des Européens, selon les résultats d'une étude. Un groupe de 20 reporters venus de lycées et collèges français d'Amérique latine, mais aussi des élèves d'écoles publiques, nous ont fait vivre les Jeux Olympiques d'une façon originale. En quelques jours seulement, ils ont appris à écrire un papier, monter un sujet et enregistrer des émissions de radio en direct. Ce projet a été encadré notamment par l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger. Gérard Colavecchio dispense les derniers conseils à sa rédaction avant la prise d'antenne radio. Mais vous le dites avec vos mains parce que vos mains, elles vont permettre de vous exprimer. D'accord ? Souvent quand on est en colère, c'est ce qu'on fait. Allez, dehors ! Vous voyez, c'est pas pareil que dehors. À quelques mètres plus loin, ces deux jeunes chroniqueuses sont en pleine répétition. Nous sommes allés voir les épreuves d'athlétisme au stade olympique. Plus d'énergie dans... Le mardi 16 août dernier, nous sommes allés voir les épreuves d'athlétisme au stade olympique à 11h du matin. Chaque jour, ces 20 collégiens et lycéens nous ont fait vivre les coulisses des Jeux Olympiques à travers des reportages vidéo, de radio, mais aussi de presse écrite. Ce projet, à l'initiative de l'ambassade de France au Brésil, encadré par les experts de l'AEFE et du CLEMI, s'inscrit dans une démarche pédagogique. En faisant le métier de journaliste, on se confronte à la déontologie, on se confronte à la liberté d'expression et ses limites. Et donc déjà, on a tout un volet autour de l'éducation aux médias. Et le deuxième volet, il est technique, c'est-à-dire comment on enregistre avec un micro, comment on enregistre avec une caméra, comment on fait du direct, comment on fait aussi, il y a un métier de communication. Il faut demander à des journalistes de venir, des personnalités. Ils ont eu, à titre d'exemple, Teddy Riner, qui est complètement inabordable, mais il a fallu qu'il joue un peu des coudes et ils ont réussi à lui faire poser une question. Et tout ça, ça fait partie d'un métier complet. Et moi, ce qui m'intéresse dans ce travail de communication, eh bien, c'est le fait qu'on leur apprend leur futur métier. Quel que soit le métier, ils auront besoin de parler, de filmer et de comprendre le monde qui les entoure. Cette formation a déjà fait son effet. En quelques jours seulement, Nicolas a brisé certaines barrières. J'ai beaucoup eu la chance de parler aux personnes, de parler à des athlètes, de parler à des représentants de comités olympiques. Et pour moi, c'était quelque chose de très difficile de communiquer. J'étais très timide. Alors ça m'a beaucoup aidé quand même. Axel, qui n'avait jamais tenu un micro avant, est plutôt à l'aise. Cette immersion dans le métier de journaliste a pu conforter ses ambitions. Honnêtement, au début, je ne savais pas à quoi m'attendre. Je ne savais pas ce qu'on allait faire vraiment, mais je suis vraiment pas déçue et je suis vraiment contente d'avoir cette expérience et d'avoir, un premier pas dans le monde un peu professionnel du journalisme. Parce qu'en fait, j'aimerais bien travailler un peu plus tard dans le monde de l'audiovisuel. Donc c'est super intéressant. Si certains comme Axel ont pu toucher de près le rêve de devenir journaliste, il est sûr que ce projet fera naître des vocations et avec elles les grandes plumes de demain. Un sujet à retrouver dans la rubrique Quoi de neuf sur Brésil21.tv. Les enfants résidant en France d'un Français travaillant à l'étranger hors UE, EEE et Suisse ont-ils droit aux prestations familiales ? Une question à laquelle Laura Faubel, directrice de la documentation et de la communication du Centre de liaison européenne et internationale de sécurité sociale, répond. Je travaille à l'étranger, hors UE, EEE et Suisse, et mes enfants résident en France. Ai-je droit aux prestations familiales ? Le versement des prestations familiales françaises est en général soumis à une condition de résidence des parents et des enfants en France. Elles ne sont donc pas exportables à l'étranger, sauf dispositions spécifiques découlant d'un accord de sécurité sociale. Dans le cadre des règlements européens de coordination, les prestations familiales peuvent être versées dans leur totalité à un parent travaillant sur le territoire de l'État de l'UE, de l'EEE ou de la Suisse, et dont les enfants résident en France. Pour les États liés à la France par une convention bilatérale de sécurité sociale, les dispositions sont différentes suivant les accords. Il y en a peu, hormis celles signées avec les pays d'Afrique, qui permettent le bénéfice de prestations familiales pour les enfants qui résident en France au titre de l'activité du travailleur dans l'autre État. Par exemple, les accords avec le Canada, la Corée, les États-Unis, le Japon, le Québec ne prévoient pas cette disposition. Elle ne prévoit d'ailleurs aucune coordination en matière de prestations familiales.
En revanche, dans la plupart des accords avec les États africains, il est prévu un système dit de participation. Par exemple, vous êtes français ou malien, vous partez travailler au Mali et votre famille continue de résider en France. Vous pouvez prétendre, en raison de votre activité au Mali, aux allocations familiales françaises. Pour en bénéficier, vous devez fournir à la Caisse malienne d'allocations familiales un formulaire SE 335-21 qui s'appelle État de famille, établi par les autorités françaises d'état civil, et ainsi formuler une demande d'allocation familiale auprès de la Caisse malienne. Il y a ensuite un échange de formulaires entre les institutions des deux États qui permettent le versement des prestations familiales par la France. L'institution compétente du lieu d'emploi, le Mali, verse quant à elle une participation à l'organisme de liaison du pays de résidence de la famille. Le montant de la participation est arrêté d'après un barème fixé entre les autorités compétentes. Dans les accords avec le Maroc et la Tunisie, il est prévu un système différent qui permet le versement direct des prestations par la caisse de l'État d'emploi à la famille résidant dans l'autre État. Leurs montants sont fixés d'un commun accord par les autorités compétentes des deux pays. Ce type de prestation conventionnelle s'appelle indemnité pour charges de famille ou ICF. Un troisième type d'accord prévoit le bénéfice des prestations familiales de l'état de résidence de la famille. Plus d'informations sur le site du CLES, www.cles.fr. Profitez des conseils du docteur Jean-Michel Lichtenberger, dont l'association Voyage et Santé gère le centre de vaccination d'Air France. En ce mois d'août 2016, il évoque l'infléchissement de la jurisprudence sur l'obligation de sécurité. Bonjour, nous allons parler aujourd'hui de l'infléchissement de la jurisprudence sur l'obligation de sécurité. C'est un sujet peu médical, mais très important pour nous tous. L'employeur, pour protéger la santé de ses employés, a des obligations. Que peuvent attendre les employés de ces obligations auxquelles est tenu son employeur? Le Code du travail dit bien que, je cite, « l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs ». La jurisprudence a toujours considéré que cette obligation était une obligation de résultat. Autrement dit que si un travailleur était affecté par un problème de sécurité ou de santé lié à son travail, l'employeur en était responsable. Et il l'était quelles que soient les mesures de protection prises, puisque seul le résultat comptait. La raison en était que si la santé avait été affectée, c'est que les mesures prises n'avaient pas été suffisantes. Ce systématisme était de nature à en décourager plus d'un. Si de toute façon, quoi que l'on fasse, on est coupable, pourquoi se casser la tête à faire quoi que ce soit? Mais les choses pourraient changer. En effet, un récent arrêt de la Cour de cassation dit en substance que l'employeur, qui justifie avoir pris tous les moyens nécessaires pour protéger ses employés, ne méconnaît pas son obligation légale de protection. On pourra donc parler bientôt d'obligation de moyens renforcés plutôt que d'obligation de résultats. C'est plutôt une bonne nouvelle pour les employeurs qui ne se verront plus systématiquement condamnés quels que soient les efforts qu'ils ont faits, mais aussi pour les employés qui pourront demander que tout soit fait pour les protéger sans que leurs employeurs puissent penser ou prétexter que quoi qu'ils fassent, le résultat sera de toute façon le même. Intéressons-nous au sort que la justice locale réserve à certains de nos compatriotes à l'étranger grâce à Olivier Cadic, sénateur des Français de l'étranger, qui se bat pour eux et nous informe chaque mois de l'avenir de chacun. En ce mois d'août 2016, l'affaire Elie Magamès. Aujourd'hui, je vais vous parler d'Elie Magamès. Elie a été arrêté en Thaïlande avec 2 autres Français pour trafic de faux billets. Il est incarcéré à Pattaya depuis le 7 mars 2015. C'est un jeune homme de 28 ans. Il n'a pas d'antécédent judiciaire. Elie reconnaît avoir commis une très grosse erreur de jeunesse, comme il dit. Et comme chaque fois qu'un compatriote est arrêté, la famille contacte le consulat pour prendre un avocat. Dans le cas de la famille d'Elie, ils ont été confrontés à des demandes exorbitantes. Et la maman va être vite à bout de ressources. Elie aura donc un avocat commis d'office. Celui-ci va s'endormir pendant le procès. Le traducteur était italien, son français très approximatif. Pas de présence consulaire pour assister au procès. Elie va être condamné à 14 ans de prison. Les 2 autres Français écoperont de 19 ans. La famille d'Elie m'a transmis une lettre racontant ses conditions d'incarcération à Pattaya, une prison surpeuplée avec plus de 6000 prisonniers. Sa première cellule est une salle de 90 mètres carrés dans laquelle s'entassent 257 prisonniers. Si les prisonniers payent une dîme,
Ils se retrouvent dans une cellule de 78 mètres carrés pour 45 personnes. Les prisonniers ne peuvent pas se laver. Les toilettes se résument à des trous creusés, à même le sol, sans évacuation, pas d'intimité. La nourriture est avariée, livrée le matin, laissée en plein soleil avant d'être distribuée en fin d'après-midi. 1/3 de la population carcérale souffre de maladies graves. On ne soigne que ceux dont les familles peuvent payer. Le contact avec l'extérieur n'est possible que lors de visites sur place. Impossible d'avoir un contact téléphonique. La durée des parloirs peut être réduite à 20 minutes. Un vrai supplice lorsque l'on vient depuis l'Europe pour visiter un prisonnier. Elie et ses proches souhaitent obtenir un transfèrement pour qu'il exécute sa peine en France. Dans son cas, la loi thaïlandaise prévoit qu'un transfèrement de prisonnier ne pourra intervenir qu'après avoir accompli 4 ans de prison en Thaïlande. Ça le renvoie à mars 2019. Il y a des conditions de détention si dures qu'elles nous renvoient à un autre âge et mettent en danger la vie des gens. Dans ces cas, nos valeurs de fraternité républicaine nous engagent à rechercher une démarche humaniste pour apaiser les familles des condamnés. C'était le sens de ce numéro 3 d'Alerte Protection Diplomatique. À l'heure où 2 500 000 Français indépendants, expatriés ou encore dirigeants de TPE ou de PME vivant à l'étranger, notamment dans des pays qui représentent des risques politiques, terroristes, climatiques ou encore pandémiques, sont vulnérables et peuvent tout perdre du jour au lendemain, Joëlle Garriaud-Mellam, sénatrice des Français résidant hors de France, a déposé le 28 juillet dernier, en première lecture, un texte visant à proposer une loi relative à la création d'un fonds de solidarité pour les Français établis à l'étranger victimes de catastrophes naturelles ou de crises politiques graves. Une loi qui déjà avait été proposée en mars 2008, mais qui n'avait jamais été remise à l'ordre du jour du Sénat. Affaire à suivre donc. Selon les résultats d'une étude récemment publiée par Randstad Work Monitor, un Français sur 2 se dit prêt à tenter l'expatriation à des fins professionnelles. Et si l'opportunité se présentait, seuls 18% quitteraient l'Hexagone sans hésiter. Mais, et même si ce chiffre des Français résidant hors de France était en hausse de 2% en 2015, la France a un taux de départ bien inférieur à la moyenne européenne et se révèle être un des pays les plus casaniers du continent. Merci de nous avoir suivis et rendez-vous le mois prochain.